Bien, Madame la Ministre, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les collaborateurs de Madame la Ministre, nous avons le plaisir, Madame la Ministre, cet après-midi de vous accueillir, donc Madame Catherine Vautrin, Ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Je vous remercie évidemment d'avoir accepté l'invitation de notre délégation à venir échanger avec ses membres sur les dispositions du projet de loi de finances pour 2025 concernant bien évidemment les collectivités territoriales et plus largement sur les priorités de votre ministère pour les prochains mois et à plus long terme. Alors vous avez été auditionné il y a quelques semaines de cela par les commissions du développement durable des deux assemblées et par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous êtes, je crois, auditionné par celle du Sénat demain. Donc la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, comme vous le savez déjà, a une vocation large, non seulement d'assurer un lien étroit avec les élus locaux, mais aussi d'évaluer les politiques publiques déclinées à la maille des territoires par les collectivités territoriales à travers les compétences qu'elles exercent dans le cadre de la décentralisation. Aussi, nos interrogations ne se limiteront sans doute pas, si vous le voulez bien, à la sphère uniquement des finances locales. Cependant, c'est bien par ce sujet que je vais commencer mon propos. Nous le savons tous, la situation financière des collectivités territoriales, et en particulier celle des départements, est préoccupante, et les mesures de ce projet de loi de finances destinées à les faire participer à l'effort de réduction des déficits publics inquiètent et parfois même révoltent les exécutifs locaux, tant elles semblent à la fois injustes et démesurées. Injuste parce qu'il faut rappeler que les administrations publiques locales ne contribuent à l'endettement public qu'à la hauteur de 8%, alors qu'elles réalisent près de 60% de l'investissement public. Ce sont 68,5 milliards d'euros en 2024, selon l'OFGL, dont les 2 tiers sont assurés par le bloc communal. À l'heure où les collectivités doivent être au rendez-vous de la mise en œuvre de la trajectoire bas carbone de la France, qui nécessiterait pas moins de 11 milliards d'euros d'investissements locaux supplémentaires par an d'ici 2030. C'est l'I4C qui le précise. Démesuré parce que le PLF et le PLFSS pour 2025 prévoient une ponction de plus de 10 milliards d'euros sur les budgets locaux qui risquent non seulement de peser lourdement sur l'investissement, on en a beaucoup parlé, mais également de mettre en péril les budgets de fonctionnement dans les prochaines années. Je pense en particulier à la hausse de 12 points de la cotisation employeur de la CNRACL sur les 3 prochaines années qui toucherait tous les employés territoriaux et représenterait plus de 4 milliards d'euros en année pleine. Lors de son discours de clôture au Congrès des départements de France, le Premier ministre a évoqué quelques inflexions, notamment s'agissant de l'étalement de l'augmentation de la cotisation à la CNRACL sur une année supplémentaire, de la non-rétroactivité de la baisse du FCTVA, d'une réduction des prélèvements sur le très controversé fonds de réserve, dont les logiques et les modalités de redistribution sont encore floues, d'autant que le Premier ministre a laissé entendre au Congrès des maires qu'elle ne s'opérerait pas à travers la péréquation. Pour les départements, le taux plafond des DMTO pourrait être augmenté de 0,5 points. Je dois dire que ces premières annonces n'ont guère convaincu les exécutifs locaux, car ces aménagements n'allègent pas la facture, mais ne font que retarder son paiement. Alors que le Sénat a débuté hier l'examen en séance publique de la première partie du PLF pour 2025 que l'Assemblée a rejeté, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, jusqu'à quel point le gouvernement est prêt à faire des ouvertures en direction des collectivités ? Par ailleurs, les collectivités bénéficiaires des fractions de TVA au titre des différentes compensations des réformes fiscales ont eu un choc en recevant en début de mois la notification de la régularisation annuelle qui s'élève à 1,9 milliard d'euros de reprise pour 2024. Mais même si elle est la traduction de la baisse du produit national de la TVA, cette reprise arrive au plus mauvais moment. Le gouvernement envisage-t-il une mesure d'atténuation de ce coup de massue financier ?
Le deuxième sujet que je souhaite aborder est celui de l'approfondissement de la décentralisation. Notre collègue Éric Woerth a remis fin mai son rapport portant sur la décentralisation. Plusieurs propositions émergent de ces travaux, le renforcement de la contractualisation, le chef de fila, et la répartition des compétences entre chaque strate. La simplification de l'intercommunalité, le recentrage des contrats État-collectivité et la question à haut risque du conseiller territorial. Quelles sont les propositions que vous retenez pour donner un nouveau souffle à la décentralisation et les chantiers que vous envisagez d'ouvrir ? 7,5 milliards d'euros, c'est le coût estimé de l'entrelacement des compétences et de la profusion des normes, selon le rapport remis à peu près dans la même période, en juin, par Boris Ravignon. Le président David Lisnard a fait également référence au Congrès des maires à cet enchevêtrement de contraintes de normes qui agace et empêche d'agir les élus locaux. Vous avez confié avec le Premier ministre et le ministre chargé du budget et des comptes publics une nouvelle mission au maire de Charleville-Mézières, axée autour de la simplification des relations d'une nouvelle gouvernance, y compris financière, entre l'État et les collectivités territoriales. Quelles sont les grandes orientations que vous souhaitez donner à nos travaux communs pour progresser dans la voie de la réduction des normes et dans l'établissement, et c'est l'intitulé de votre ministère, d'un partenariat entre l'État et les territoires? Le Premier ministre a annoncé d'ailleurs une réforme du CNEN en clôture du Congrès des maires. Souhaitez-vous reprendre la proposition qui avait été formulée par son ancien président Alain Lambert et le président du comité des finances locales André Léniel de fusionner les deux instances? Enfin, dans son rapport paru en septembre dernier, la Cour des comptes souligne la réussite du déploiement des espaces France Service et la satisfaction des citoyens. Vous avez d'ailleurs, Madame la Ministre, annoncé au Congrès des maires la labellisation de 34 nouveaux espaces portant à 2800 leur nombre. Ils participent largement au développement des services, notamment publics, mais aussi privés, de proximité dont ont besoin nos concitoyens les plus fragiles, en particulier dans les territoires ruraux et périphériques. Je souligne que la délégation consacrera les 4e éditions de ces rencontres le 13 février prochain à la thématique « Comment mieux répondre aux besoins des populations en services essentiels dans les territoires ruraux ». Quels sont les prolongements que vous envisagez à cette démarche pour renforcer la proximité des services publics avec nos concitoyens? Pour prolonger ma réflexion au public que sont les élus locaux, nous constatons une forte demande des élus dans les territoires ruraux pour un accompagnement plus étroit en ingénierie par les services déconcentrés de l'État et par le CEREMA, l'ANCT, l'ADEME pour la réalisation des projets. Ils souhaitent une simplification des démarches administratives, la fusion de dotations d'investissement, en particulier de la DETR et de la DSIL, a été annoncée par le Premier ministre pour y contribuer. Toutefois, elle inquiète les élus des communes et intercommunalités rurales qui craignent que la spécificité des besoins en investissement de leur collectivité soit perdue de vue. Pouvez-vous les rassurer sur ce point? En outre, les élus seront-ils toujours associés dans l'attribution des fonds, comme c'est le cas des commissions DETR? À propos de fusion, quelle est votre position s'agissant d'une fusion des 3 agences sur laquelle les avis divergent? Quels sont les axes de travaux retenus en 2025 pour les 3 agences, dont on sait le rôle clé qu'elles occupent en matière d'adaptation au changement climatique? Je terminerai mon propos introductif en élargissant le champ de la discussion à 2 autres points qui me paraissent importants. Le sujet du ZAN a été évoqué en ouverture du Congrès des maires. Vous avez indiqué au Congrès des maires être favorable à un assouplissement du dispositif sans pour autant renoncer ni sur l'objectif ni sur le calendrier de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels d'ici 2031. Le Premier ministre a également annoncé son intention de simplifier la loi pour qu'elle soit applicable dès 2025. Pouvez-vous nous dire quels pourraient être les contours de cet assouplissement?
Enfin, je terminerai sur le statut de l'élu local. Lors de la précédente législature, notre collègue Violette Spilbout et Sébastien Jumel s'étaient vus confier par la délégation un rapport d'information sur ce sujet qui s'est prolongé par le dépôt d'une proposition de loi transpartisane, proposition de loi que j'ai redéposée avec quelques ajouts avec Violette Spilbout en juillet dernier. Parallèlement, le Sénat a adopté le 7 mars la proposition de loi de Madame Françoise Gatel qui vise à améliorer les conditions d'exercice du mandat. En marge du Congrès des maires, le Premier ministre a indiqué le souhait du gouvernement de porter devant l'Assemblée nationale en février prochain cette proposition de loi qui pourra, je cite, être enrichie de dispositions complémentaires issues des travaux des députés. À cet égard, la délégation entreprend, et nous nous en sommes déjà entretenus actuellement, un travail de synthèse associant tous les groupes parlementaires. 2 réunions plénières de la délégation sont prévues le mois prochain. Pouvez-vous nous dire en plus, pouvez-vous nous dire de plus sur votre état d'esprit sur ce texte et avez-vous des précisions sur le calendrier d'examen ? J'ai bien conscience d'avoir déjà été très long, d'avoir balayé large. Je vous cède bien évidemment maintenant la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de m'auditionner. C'est pour moi l'opportunité tout à fait précieuse de parler effectivement de la feuille de route que le gouvernement porte pour les collectivités territoriales. Et peut-être vais-je commencer par cette notion de partenariat, qui est une notion évidemment que j'ajoute assez facilement à celle de suivi, parce que je crois que ce qui est très important pour nos collectivités, c'est aussi notre capacité à suivre ce que l'on peut faire. Alors évidemment, ma feuille de route repose sur un triptyque: proximité, solidarité et efficacité. Bon, je ne vous redirai pas longuement combien je suis convaincue en tant qu'élu local que je suis encore, combien les collectivités sont, et nos élus locaux sont clairement les piliers de notre République. Vous le vivez au quotidien, mesdames et messieurs les députés. Et donc, je pense que nous avons un principe fondamental absolument indispensable, qui a été rappelé par le Premier ministre la semaine dernière au Congrès des maires, c'est la confiance dans les élus locaux. Et alors, vous allez me dire, la confiance, ça ne se déclare pas, ça se prouve, et c'est tout le sens du travail que je souhaite mener, puisque, bien évidemment, c'est la réponse évidente que l'on peut avoir vis-à-vis de l'engagement des élus locaux. Et je le disais, élu moi-même, je mesure combien. Et je pense notamment aux élus des communes avec les nombres d'habitants les plus faibles, qui sont très souvent des élus qui sont seuls face à toutes les questions qui peuvent se poser, 365 jours par an, et j'oserais dire 24 heures sur 24. Et donc, il y a là incontestablement une démarche de notre part qui doit être de leur faciliter la vie. Alors, vous m'avez interrogé sur plusieurs éléments. Je vais peut-être refaire dans une première partie des éléments sur le projet de loi de finances, et je viendrai ensuite sur les autres éléments. Donc, vous connaissez évidemment le sujet du budget. Ça fait maintenant plus d'1 mois que vous avez travaillé le sujet. Je ne vais pas vous redonner les différents sujets de déficit public et d'économie. Vous les connaissez par cœur. Ce qui est certain, c'est que dans la version primitive, si je peux m'exprimer ainsi, ou V0 du budget, la copie gouvernementale, c'était de faire 40 milliards d'économies. Vous vous souvenez, 20 milliards pour l'État, 15 milliards pour la sécurité sociale et 5 milliards de la part des collectivités. Et dès le début, le Premier ministre avait dit que c'était un budget fait en 15 jours. Vous connaissez l'argument depuis longtemps. Et que donc ce budget était éminemment amendable. Et il avait également rappelé, je le redis une fois encore, il l'a redit devant le Congrès des maires, les collectivités ne sont pas les responsables du déficit public. Je crois que c'est très important de le redire devant vous. Par rapport, et je crois qu'au moment où nous en sommes de la discussion budgétaire, il me semble plus clair de vous parler des sujets sur lesquels nous avons commencé à avancer, plutôt que de reprendre la version que vous avez vous-même pu voir lors de la lecture par votre Assemblée. Donc déjà, premier sujet, dans les décisions importantes qui ont été prises, vous avez pu voir que le Premier ministre l'a redit vendredi, c'est l'abandon du caractère rétroactif de la mesure de réduction du taux de TVA. Ça, c'est vraiment, et plus particulièrement du reversement du fonds de compensation, c'était vraiment un élément important. Et quand on parle de confiance, nous avions eu l'occasion d'en parler, Monsieur le Président, et nous considérions, vous comme moi, qu'il y avait là un coup de canif dans le contrat vis-à-vis des collectivités, 2 ans après, de dire désolé, mais nous, on ne va pas compenser. Donc ça, vraiment, aujourd'hui, c'est un élément sur lequel il y a une volonté absolue du gouvernement
notamment, j'ai pu en parler avec vos collègues sénateurs, et il y a une vraie volonté de supprimer ce premier point. Nous avons, parallèlement à ça, entendu les préoccupations des élus locaux sur l'article 64 du projet de loi de finances, à savoir, bien évidemment, le sujet du prélèvement du fonds de réserve à partir des recettes réelles de fonctionnement, avec cette idée qui était un prélèvement de 2% concernant les collectivités qui avaient un budget supérieur ou égal à 40 millions d'euros. Aujourd'hui, plusieurs éléments. D'abord, les sénateurs sont en train de travailler sur des alternatives qui ne sont pas complètement figées au moment où je vous parle, mais qui ont vraiment l'intention de, en volume, de baisser le montant prélevé à chacune des collectivités. C'est le travail qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas exactement où ils vont atterrir parce qu'ils ont demandé des simulations à la DGCL qui seront rendues, je crois, en fin de journée ou demain. Donc, on est vraiment dans le cœur du travail. En revanche, il y a un élément qui, de toute manière, est arbitré maintenant par le Premier ministre, c'est cette notion que les fonds prélevés seront rendus à 100% aux collectivités auxquelles ils ont été prélevés. Alors que, si vous vous souvenez, dans la version initiale, ils étaient censés aller alimenter un fonds de péréquation. Le reversement se ferait sur une période de 3 ans, ce qui est un élément important, à partir de 26, un tiers chaque année. Parallèlement à ça, il y avait un relèvement temporaire pour les départements sur une période de 3 ans du plafond des droits de mutation à titre onéreux appliqués aux transactions immobilières. Cette augmentation de 0,5 points permettrait de générer plus de 750 millions de recettes supplémentaires. C'était une demande des départements. Moi, je suis très consciente pour autant que, bien évidemment, cette somme de 750 millions est très hétérogène. Quand on regarde le rapport des DMTO par habitant, si on prend un département comme celui des Alpes-Maritimes, on a quasi un rapport de 600 euros par habitant. Si on regarde le département des Ardennes, je crois qu'on est à 70 ou 60 euros. Donc, il faut être très vigilant sur ce type de mesures parce que selon les départements, on pourrait parler de l'Aisne ou d'autres départements. Je vois, monsieur le député, d'où le commentaire que je fais sur l'Aisne. Donc, on voit très concrètement l'importance de relativiser cet élément. De la même manière, nous travaillons également sur un autre point qui était la création d'un versement mobilité régionale modéré à 0,15 et qui serait totalement lié aux grands investissements. Donc l'idée ne serait pas d'autoriser une ouverture de taux de versement mobilité pour aller faire une dépense de fonctionnement, mais bien strictement liée à des créations de réseaux ou des investissements sur le réseau. Je crois que c'est un point tout à fait important. De la même manière, vous faisiez allusion, Monsieur le Président, à la CNRACL. Je rappelle que le sujet, c'est que cette caisse est actuellement dans une grande difficulté. Vous savez que c'est la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités, mais également de la fonction publique hospitalière. Et on voit bien l'évolution, en fait. Il y a de plus en plus de contractuels dans les collectivités. Donc, les cotisations IRCANTEC augmentent alors que celles de la CNRACL diminuent. Et donc, l'idée, c'est d'étaler le prélèvement sur 4 exercices, ce qui permettrait de lisser, sachant que nous serions sur un montant de départ qui serait plus faible que celui qui était évoqué et nous serions aux alentours d'1 milliard, ce qui est plus faible que ce qui avait été annoncé. Donc là aussi, nous avons un élément important à prendre en compte. Parallèlement à ça, et sujet qui n'a pas été évoqué, que je voudrais rappeler, la dotation globale de fonctionnement 27 milliards 245 millions d'euros sera stable. L'effort de péréquation sera maintenu à son niveau 2024. Le prélèvement en faveur de la DSU est porté à 140 millions d'euros, la DSR à 150 millions d'euros, ce qui veut dire que 60% des collectivités auront une DGF qui va augmenter en 25 et la dotation de péréquation intercommunale sera de 10 millions, la péréquation départementale sera également de 10 millions. Donc je crois que ce sont des éléments importants que je souhaitais mettre en avant. Les crédits des dotations d'investissement sont reconduits à 2 milliards d'euros en autorisation d'engagement et leur trajectoire de verdissement est rehaussée en conservant leur vocation généraliste. Ensuite, on a effectivement un travail de démarche de simplification et de dématérialisation qui va être approfondi. Et je voudrais maintenant dire un mot sur le fonds vert. J'avais déjà eu l'occasion de le dire, mais je reviens sur le sujet pour rappeler que, effectivement, je dois la vérité de dire que si nous comparons projet de loi de finances initiale à projet de loi de finances initiale, projet de loi de finances pour 2024, c'était 2,5 milliards. Quand on regarde ce 2,5 milliards, la somme a été gelée dès février.
Et au moment où je vous parle, on est à 1,2 milliard de consommés. On devrait finir l'année à 1,6 milliard. Dans le projet de loi de finances initiale pour 2025, nous sommes à 1 milliard. Donc, effectivement, il y a une baisse de dotation, mais qui est moins élevée que ce qu'on a pu entendre quand on regarde les masses réellement consommées. Vous avez également mis en avant les dotations de soutien à l'investissement. Incontestablement, je crois qu'il est important aussi qu'on remarque que quand on regarde le verdissement, en fait, 25% des investissements financés par la DSIL et 15% des investissements financés par la DETR servent déjà des objectifs de transition écologique, ce qui montre bien que les investissements sur les territoires sont de plus en plus des investissements qui sont des investissements vers la transition écologique. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion qui est de se dire qu'aujourd'hui, vous rappelez que dans le discours de politique générale, le Premier ministre avait insisté sur la dette financière, mais également sur la dette écologique, et qu'il y a donc une volonté du gouvernement d'avancer sur l'accompagnement de la transition écologique. Aujourd'hui, ce que l'on voit, pour aller plus précisément sur la question que vous m'avez posée sur la capacité de fusion des dotations, ce qu'on observe, c'est une multiplication des cofinancements, des financements croisés, et notamment par les différents outils que sont la DSIL, la DSID, la DETR et le Fonds vert. Pour autant, leur cloisonnement, leur séparation mesure d'être revue, mais je pense qu'il faut, qu'on reste évidemment à somme constante. En d'autres termes, il n'est pas question là-dessus d'aller faire des économies. D'autre part, moi, je suis attachée à ce qu'on garde une souplesse de fonctionnement, même si je pense que le verdissement est une priorité. Donc, ça fait partie incontestablement des sujets sur lesquels nous aurons à travailler ensemble. Je pense que c'est extrêmement important parce que je sais combien l'ensemble de ces dotations servent de manière tout à fait importante à l'investissement local. Un autre objectif sur lequel je veux évidemment aller, c'est bien sûr comment nous avons capacité à rapprocher l'action publique du citoyen et comment finalement on peut préparer l'avenir, adapter nos institutions aux réalités contemporaines. Et donc, notre démarche va reposer sur 3 éléments. Le premier, c'est la déconcentration, parce que avant de parler décentralisation, il y a également des réflexions en matière de déconcentration. L'idée, c'est comment les préfets de département, en lien avec les élus locaux, puissent disposer de marge de manœuvre pour être au plus près des réalités de terrain. Le partenariat, c'est pas à Paris qu'il se joue, c'est dans chacun des territoires, dans chaque préfecture. Et nous allons travailler sur un décret qui sera soumis au Conseil d'État. Le but de la manœuvre, c'est de rendre de la capacité d'agir au pouvoir local, c'est-à-dire aux représentants de l'État en local, à savoir le préfet. Vous m'avez interrogé sur les normes et procédures. Effectivement, l'idée sur laquelle j'ai demandé à Boris de Ravignon de poursuivre son rapport, c'est qu'il mettait dans ce rapport que l'enchevêtrement des compétences coûte aux collectivités 6 milliards d'euros par an, auxquels s'ajoute 1,5 milliard par l'État. À un moment où on cherche de l'argent, le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'il y a là des éléments tout à fait importants et que la simplification peut être une source d'économie et de meilleure compréhension entre l'État et ses partenaires. Et j'ai l'intention, dès le mois de janvier, de vous faire des propositions sur des sujets comme la commande publique, comme l'urbanisme, peut-être aussi en lien avec le ministre de la fonction publique sur la fonction publique. Je pense notamment à des sujets comme les réflexions autour des points d'indice que les élus découvrent quasi le matin à la radio. Il y a incontestablement là-dessus des réflexions à mener. Je souhaite aussi qu'on puisse accroître la différenciation. Il y a dans le rapport Woerth des propositions et je souhaite concerter les élus à partir de janvier pour parler de la place des maires et de leur rôle, des compétences. Il y a aussi des sujets qui sont en lien avec le ministère de l'Intérieur. Je pense à des sujets comme les sujets électoraux. Autre point sur lequel nous souhaitons travailler, c'est bien sûr le soutien aux élus locaux qui sont non seulement des représentants de leur territoire, mais des figures de cohésion de proximité. Et je l'ai dit, c'est leur engagement qui est le socle vivant de notre démocratie. En 2023, le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus relevait 2600 incidents, marquant une hausse préoccupante de 15% par rapport à 2022. Cette tendance reflète une continuité par rapport à l'année précédente, tant dans la nature des agressions, qui sont dominées par les outrages, que dans le profil des victimes, les maires représentant 60% des cas.
cela. Et je peux vous dire qu'à l'occasion de la réunion des maires de la semaine dernière, j'ai reçu, en présence du garde des Sceaux et deux de mes ministres délégués, Fabrice Loher et Françoise Gatel, plus d'une cinquantaine de maires victimes de violences la semaine dernière. Le but de la manœuvre était justement de travailler avec eux sur ce qu'ils avaient vécu et leurs témoignages sont particulièrement impressionnants et nécessitent réellement que nous puissions trouver des réponses, ce qui m'amène tout droit à vous parler du texte sur lequel nous allons travailler sur le statut de l'élu. Alors effectivement, l'idée de ce texte est évidemment de repartir de la PPL de Françoise Gatel, tout simplement parce qu'elle a déjà fait l'objet d'une lecture au Sénat. Pour autant, je voudrais saluer le travail qui a été fait également par Violette Spilbout. Et ce qui nous intéresse, c'est de partir d'un texte avec une volonté qui est d'amender ce texte de façon à l'enrichir. Parce que l'idée, je le répète, c'est vraiment de profiter du fait qu'il y ait déjà une lecture. Vous m'avez interrogé sur le calendrier, Monsieur le Président. L'idée, c'est que ce texte soit devant votre Assemblée fin janvier, début février. Donc, vous voyez, parce qu'on voit très bien arriver les élections municipales et que la volonté du gouvernement, c'est d'avoir un texte pour les prochaines élections municipales. Donc, l'idée, c'est de reconnaître évidemment les droits, de garantir que les élus puissent exercer leur mandat sans pénaliser leur vie professionnelle ou familiale, de travailler sur une protection accrue face aux violences et aux menaces, notamment sur le plan pénal. Je sais que vous allez débattre sur ces enjeux fondamentaux. Moi, ce que je souhaite, c'est évidemment aller sur des sujets de protection fonctionnelle, aller sur des sujets de frais de garde, harmoniser les notions de frais de transport, revaloriser évidemment le sujet des indemnités, et notamment une idée qui m'a été beaucoup demandée, que finalement, on n'est pas forcément besoin au premier conseil municipal de fixer les indemnités des élus et plutôt de partir du principe des indemnités et en fait de renverser les éléments, c'est-à-dire qu'on prend le maximum potentiel et si les élus veulent changer, à ce moment-là, ils prennent une délibération. Ce qui est plus facile pour une première réunion de conseil municipal plutôt que le maire se retrouve dans un contexte plus difficile. Moi, je suis surtout très attaché à ce qu'on travaille sur la validation des acquis de l'expérience parce qu'il me semble important, quelqu'un qui a fait un mandat, 2 mandats en qualité de maire, ne sort pas de la fonction comme il y est entré. Valider les acquis de l'expérience, c'est permettre de poursuivre une activité professionnelle importante. De la même manière, je souhaite que nous puissions travailler sur la meilleure articulation vie professionnelle et vie privée parce qu'on a, et vie d'élus bien sûr, parce qu'on a beaucoup d'élus qui souhaitent continuer une activité professionnelle et nous connaissons les renoncements que cela peut générer. Je pense notamment à des refus de mutation, voire des refus de déménager, tout simplement parce que la personne est attachée par son mandat local. Donc c'est un point important. Vous savez que le ministre de l'Intérieur a également relancé la semaine dernière le Beauvau des polices municipales, une initiative pour redonner aux élus locaux les moyens d'agir pleinement. Et ce dialogue renforcé vise à mieux outiller les collectivités dans leur mission de garantir la sécurité, la tranquillité publique et bien évidemment en consolidant le rôle central des élus dans la gestion de la sécurité de proximité. Je pense que c'est aussi un élément important. Je voulais également dire un mot sur la notion de renforcer la cohésion sociale et territoriale. Les collectivités sont les garantes de la cohésion sociale de notre pays et nous travaillons sur plusieurs chantiers. Les politiques sociales qui doivent être conçues en partenariat entre l'État et les départements. Nous installerons une instance de pilotage dès le début 25 pour co-construire ces politiques et garantir une meilleure maîtrise des dépenses, lutter contre les déserts médicaux en lien avec les régions, les ARS, les professionnels de santé et notamment le sujet de la réhabilitation des centres de santé, le développement des maisons médicales, l'aménagement du territoire indispensable pour accompagner le développement équilibré des régions dans le contexte budgétaire que nous connaissons, avec notamment des outils comme les contrats de plan et également les offres d'expertise incarnées par l'ANCT qui méritent d'être regardées. Vous avez parlé de France Service. Très concrètement, là encore, l'idée, c'est bien évidemment pour France Service de continuer notamment la formation qui est faite des personnels, l'évaluation qui est faite par l'AFNOR, l'arrivée également de l'URSSAF au 1er janvier, ce qui fait que nous aurons 12 organismes qui seront là pour renseigner nos concitoyens quand ils vont dans les maisons de France Service. Je rappelle 2 chiffres importants. Nous avions un objectif de 1000 activités par mois
en 2026. Ce chiffre a été atteint en octobre 2024. Deuxième chiffre que je veux partager avec vous, 86% des demandes sont satisfaites au premier rendez-vous. Ce qui veut dire qu'on voit bien la nécessité du contact à 20 minutes et que le contact humain permet de répondre à la demande de nos concitoyens. Donc je pense que là, on a vraiment un élément important. Autre point sur lequel je voulais aller, c'est simplifier pour mieux agir. Et donc, tout à l'heure, je faisais allusion à une réflexion de fusion des différentes dotations. Pour moi, un des éléments clés, c'est surtout pour l'élu qui est le maire ou son conseil municipal, de simplifier les dossiers de subvention. Ça fait des années qu'on en parle, mais éviter d'avoir un dossier par type de subvention changerait considérablement la vie. Nous devons également, je pense, travailler sur le sujet de la spécificité des territoires, parce que là aussi, en fonction des territoires, métropole, territoire de montagne, territoires littoraux, outre-mer, insulaires, il y a des spécificités qui méritent d'être entendues. Et d'ailleurs, je dois dire que nous reprenons le dialogue dans mon ministère avec les élus corses, et notre objectif est évidemment d'entendre ce que le Parlement, aussi bien sénateurs mais députés demain, puisque une mission d'information va être mise en place dans votre Assemblée sur le sujet de la proposition des écritures constitutionnelles, nous conduira à avoir à travailler et ensuite à présenter un projet de loi constitutionnelle. Donc, vous l'avez compris, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais insister sur le fait que les collectivités territoriales sont avant tout des partenaires à part entière et que 40 ans après les grandes lois de décentralisation, nous devons bâtir un nouveau contrat de responsabilité entre les collectivités et l'État, et de manière extrêmement précise, et en tout cas sur cette première partie d'année 25, pour moi, la façon la plus concrète de le faire, c'est déjà en nous inscrivant dans une démarche de déconcentration qui permet rapidement d'apporter des réponses concrètes aux élus des territoires. Bien, merci Madame la Ministre d'avoir en un temps aussi court réussi à balayer autant de sujets, mais il faut dire que j'avais dès le départ dans le propos moi-même élargi le champ de discussion, mais je crois que c'est ce que les collègues souhaitaient compte tenu du fait qu'effectivement se limiter au strict sujet du PLF était un peu limitatif au regard des compétences de votre ministère. Sans plus attendre, je vais passer la parole aux représentants des différents groupes. Et chers collègues, si vous en êtes d'accord, en commençant par Madame Firmin Lebaudot, qui a une contrainte horaire, donc je préférais, si tout le monde en est d'accord, lui céder la parole tout de suite, sachant qu'on va prendre 3 questions, 3 minutes par intervention, et Madame la Ministre pourra ainsi répondre. Madame Firmin Lebaudot, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour votre présence aujourd'hui parmi nous. À la fois, Monsieur le Président et vous-même avez déjà balayé beaucoup de sujets. Il va être assez difficile de ne pas être redondant, mais peut-être de reformuler les questions. Moi, je vais repartir de vos 3 principes. D'abord, celui de la proximité. Vous avez évoqué les maisons France Service, et je crois qu'on ne le dit pas assez, et vous l'avez dit, mais les maisons France Service sont un vrai succès, mais je pense qu'il pourrait l'être encore plus si nos concitoyens savaient ce que les maisons France Service peuvent leur offrir comme service. Je vous incite à aller faire un petit sondage et de savoir ce que, d'abord, si nos concitoyens savent que les maisons France Service existent et quels services ils offrent. Vous l'avez rappelé, 12 organismes peuvent permettre d'apporter des réponses à nos concitoyens. Et je pense que là, nous avons un vrai sujet de communication sur l'utilité et l'intérêt de ces maisons France Service, à la fois en ruralité, mais pas que, puisque celles qui sont dans les territoires quartiers politiques de la ville ont un réel aussi intérêt pour nos concitoyens. Donc pour moi, un sujet vraiment de communication sur à la fois le développement, mais l'intérêt pour nos concitoyens. Sur la solidarité avec les élus, le statut de l'élu local, vous l'avez dit, vous souhaitez revenir avec, j'allais dire, comme principe de travail, la proposition de loi votée au Sénat en mars 2024, dans un calendrier qu'on souhaite le plus proche possible, parce qu'on sait bien, et vous l'avez dit, les violences dont sont victimes les maires, 69% des maires interrogés
ont été victimes de violences. Je crois qu'il est important de rappeler ces chiffres. 2026 arrive à grands pas. Et si nous voulons qu'un grand nombre de nos concitoyens puissent devenir candidats pour être à l'élection municipale, il faut que nous puissions les assurer qu'ils puissent le faire en toute sécurité. Donc le vote de ce statut de l'élu local sera sans doute un sujet important. La confiance, vous l'avez aussi dit, c'est un enjeu important et les signaux que vous avez envoyés avec le Premier ministre suite à la première mouture du budget sont importants. J'allais dire, les signaux envoyés par le Premier ministre à la fois à l'Assemblée des départements de France, avec une écoute importante auprès des départements, mais aussi à l'Association des maires de France, montrent que ce partenariat, et c'est le titre de votre ministère, avec les collectivités est essentiel à la vie de notre démocratie. Et puis enfin, sur l'efficacité, je pense qu'il est important qu'on engage le débat sur la simplification. Faut-il une fusion des CIL DETR, fusion des CIL DETR fonds vert? Je pense que là, on a à la fois un sujet de simplification pour les maires, mais aussi pour les préfets, qui ont, j'allais dire, à examiner tous ces dossiers. Et puis, une petite question un peu plus difficile pour vous, je pense, la question de la NCT. Quel est l'intérêt pour le ministre que vous êtes du partenariat avec les territoires et la décentralisation d'avoir à votre côté une agence qui est l'Agence nationale de la cohésion des territoires au moment où on cherche à faire des économies, peut-être à parler de suppression des agences comme l'a fait votre collègue Guillaume Kasbarian. Merci. Si on reprend l'ordre donc normal d'intervention, Monsieur Decini. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci de vous joindre à nous pour cette délégation des collectivités territoriales. Alors, plusieurs choses. Vous avez parlé effectivement du statut de l'élu, des violences dont ils sont régulièrement victimes, trop souvent victimes. Donc, au-delà des lois que l'on peut voter, comme on a voté l'an dernier, sur une aggravation des peines, c'est aussi au niveau de la justice, mais là, vous n'y êtes pour rien, qu'il faut intervenir, parce que moi-même, j'ai été agressé dernièrement et la peine a été dérisoire pour la personne qui m'a frappé. Donc, quid également de nos maires qui sont victimes encore plus régulièrement que nous, députés. Donc, c'est un vrai problème au niveau de la justice d'avoir des peines exemplaires. Il me semble que c'est important parce que si elles ne le sont pas, ça invite aussi d'autres personnes à s'en prendre à nos élus, partant du principe que de toute manière, ils ne risquent pas grand-chose. C'est la première chose. Pour revenir plus précisément sur le sujet notamment du PLF 2025, il y a 5 milliards qui sont demandés d'économies sur les collectivités territoriales, de participation à l'effort. Donc ça fait 2 ans et demi que je demande aux différents ministres qui se succèdent quels vont être les efforts qui vont être demandés aux collectivités territoriales. On a aujourd'hui cette réponse. Vous faites part d'une baisse de 1 milliard sur le fonds vert, expliquant, et je suis d'accord avec vous, qu'il n'a pas été dépensé cette année, donc il n'y a pas de nécessité à le rajouter pour l'an prochain, sauf que le fonds vert n'est pas si vieux que ça, il a 2-3 ans, je crois, d'existence, et c'est à peu près le temps qu'il faut parfois pour faire connaître un dispositif et qu'il trouve sa vitesse de croisière. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on l'arrête ou qu'on le réduit, alors qu'il est probable et on peut imaginer qu'en 2025, le nombre de dossiers vont être beaucoup plus importants. Donc, on demande effectivement des milliards d'économies aux collectivités territoriales. Vos prédécesseurs, M. Cazenave, ici, au budget l'an dernier et avant, président de cette commission, nous a toujours expliqué, avec M. Cazeneuve aussi, alors rapporteur général des finances, que les collectivités ne se sont jamais aussi bien portées que depuis qu'elles sont sous tutelle. Mais je crois que si on veut que nous ayons plus de candidats en 2026, il y a certaines priorités qu'il va falloir voir, effectivement la sécurité de nos élus et l'autonomie, de manière à ce qu'ils puissent prendre des mesures sur le territoire et qu'ils ne soient pas simplement des agents de l'État pour faire les mariages ou pour participer aux commémorations, parce qu'effectivement, si on leur retire la possibilité de lever l'impôt, on leur retire aussi une partie de leur capacité d'investissement et à mettre en place des projets. Merci. Merci pour le groupe Ensemble pour la République. Monsieur Cazeneuve.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour ces explications. Moi, je voudrais être le plus objectif possible quand on parle de finances locales. Et si on interroge ici les uns et les autres, qu'est-ce qui caractérise la santé financière des collectivités territoriales? C'est soit la CAF brute, soit la CAF nette, soit éventuellement le niveau d'investissement. Et cette année, en 2024, plus que jamais, il y a des écarts colossaux entre les trois niveaux de collectivités territoriales. Pour les départements, ça chute extrêmement fortement. Pour les régions, la CAF est à peu près stable. Mais pour le bloc communal, je le dis, je sais que ça déplaît à certains qui pleurent toute la journée sur le sujet, mais pour le bloc communal, la capacité d'autofinancement à fin octobre, je vous envoie sur un document de synthèse qui est public, la capacité d'autofinancement augmente de 4% en brut, de 14% en net, et les investissements cette année vont être aussi à un niveau record. C'est-à-dire que le bloc communal en 2024 va faire mieux qu'en 2023, qui était déjà une année record historique. Mon point, Madame la Ministre, c'est dans le cadre des négociations que vous avez sur le budget avec le Sénat, avec le Parlement, de vraiment assouplir la demande qui est faite sur les départements qui en ont vraiment véritablement besoin. Je crois qu'il faut augmenter l'effort. En revanche, sur le bloc communal, je crois qu'il faut ne pas changer de cap, et beaucoup d'élus que je rencontre sont d'accord pour participer à l'effort. Deuxième remarque, c'est que vous avez que l'effort, parce que les dépenses des collectivités, c'est 320 milliards, c'est à peu près 20% des dépenses publiques, donc c'est pas idiot de demander 20% de l'effort. Deuxième remarque, c'est attention, les régions veulent augmenter le versement mobilité, les départements veulent augmenter les DMTO, le bloc communal, en tous les cas, un certain nombre d'élus et d'associations veulent le retour à la taxe d'habitation. À la fin de la journée, ce sont 3 impôts qui vont peser sur les Français. Je crois qu'il faut vraiment là-dessus être extrêmement vigilant et se dire que l'effort principal doit porter sur les dépenses. Et tous les Français aujourd'hui sont témoins autour d'eux d'un certain nombre de dépenses qui peuvent être, je suis sympa, challengées, et c'est bien normal. Donc c'est l'argent public dont on parle. Et puis sur le dernier point, puisque vous en avez parlé sur la DSIL et la DETR, je serais exceptionnellement pas d'accord avec ma collègue d'Horizon. Moi, je pense qu'il faut maintenir 2 fonds différents qui répondent à des objectifs différents, à des cycles d'investissement différents, à des montants d'investissement différents. Donc, quitte à impliquer un peu plus les élus et les parlementaires sur la DSIL, je suis absolument d'accord. Mais je crois que ce sont 2 outils qui sont différents. En particulier, le DTR est absolument vital pour nos départements ruraux. Et il est urgent de ne pas casser quelque chose qui fonctionne, ma foi, très bien. Je vous remercie. Merci. Je vous propose une autre question et on vous laisse répondre, Madame la Ministre. Eh bien, Madame Elisa Martin pour le groupe La France Insoumise. Merci beaucoup de me donner la parole. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, Madame la Ministre, mais comme je l'ai expliqué au président de la délégation, je dois malheureusement aller en commission des lois. Donc j'aurais voulu pouvoir poser la question avant, mais ça n'a pas été entendu. Les mairies, je dirais, vont craquer, faisant écho à un certain film. Nous avons vu toutes les écharpes noires au Congrès des maires. Nous avons tous lu l'étude qualitative qui est menée depuis 4 années, c'est la 4e année, entre l'Association des maires de France et Cevipof. Et le Cevipof, c'est une étude qui, me semble-t-il, est fort intéressante. 9 maires sur 10 se déclarent sous pression, se sentent dépossédés de leur pouvoir et de leur mandat. Ils expriment une pression de plus en plus forte sur leur santé, voilà, qui est tout de même fort problématique vis-à-vis de ceux à qui on demande un tel engagement, voire de tels sacrifices. 45% d'entre eux ne se sentent pas reconnus par l'État, les services de l'État, le gouvernement, et depuis 2020, cet indice a augmenté de 17%. Ce qu'ils évoquent finalement, de mon point de vue à juste titre, c'est une forme de recentralisation autoritaire à l'intérieur d'une décentralisation, c'est-à-dire que petit à petit, on leur impose de plus en plus de décisions dans des logiques de restrictions budgétaires qui sont absolument majeures.
Pour autant, on parle de piliers de la République, pour autant, on parle de confiance, on parle de confiance à leur égard. Et dans ce panorama qui est très triste, disons les choses comme cela, vient s'inscrire l'affaire du statut de l'élu. Le gouvernement se dit donc sensible au travail qui a été réalisé particulièrement du côté des sénateurs. Donc, au fond, la question qu'on aurait envie de vous poser, c'est séduction ou sincère préoccupation. Qu'en est-il de cette affaire-là? Vous avez donné un certain nombre d'éléments à caractère général, mais en quoi ces éléments-là pourraient-ils venir répondre au sentiment d'isolement, voire d'abandon qu'ils ont, particulièrement dans les relations au gouvernement incarnées par les services de l'État? Merci. Donc, je pense que les questions sont nombreuses. Je vais vous laisser répondre, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Peut-être que je vais commencer par Madame Martin, puisque j'ai compris que vous étiez très pressée, Madame, je vous en prie. Et donc, moi, déjà, effectivement, comme vous, j'ai pris connaissance, évidemment, et je suis l'enquête du CEVIPOF, bien évidemment. Et pour être très concrète et vous répondre, il y a bien sûr l'état de santé des maires qui est préoccupant, mais il y a aussi le sentiment du stress. Et quand vous regardez dans les différentes études, il y en a une d'ailleurs de l'Association des maires ruraux de France qui met en avant que le plus gros stress, c'est la demande de subvention et c'est la réponse aux attentes de subvention. Et la meilleure satisfaction, c'est l'inauguration du projet qu'ils ont porté. Donc la fierté, quelque part, de leur engagement. Derrière ça, la reconnaissance de l'État, vous disiez, le statut de l'élu, c'est différent du sentiment d'abandon. Moi, je pense que c'est un ensemble de choses sur lesquelles nous devons pouvoir répondre, parce que le statut de l'élu prend un certain nombre de réponses tout à fait concrètes et qui permettront effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en étant certes général, mais on aura l'occasion de travailler sur le texte avec, je l'ai dit tout à l'heure, de la formation, de la validation des acquis, de la reconnaissance financière. Derrière, ça n'exclut pas le fonctionnement avec les services de l'État et notamment le travail qui peut se faire à l'échelle la plus locale, le sous-préfet, le préfet, dans ce côté précisément d'être à l'écoute et en capacité de répondre à un élu. Et la volonté du gouvernement, c'est que quelque part, le référent d'un maire, quel que soit le maire, ça soit le sous-préfet ou le préfet qui est en fait celui qui doit être en capacité, face à la question posée, de pouvoir permettre au maire d'obtenir la réponse qui est celle qu'il souhaiterait avoir. Et je pense que c'est vraiment un point important. Après, si on va sur le sujet de la sécurité qui a été évoqué par plusieurs d'entre vous et notamment par Monsieur De Signy, je vous ai dit que la semaine dernière, on avait reçu des élus et très concrètement, plusieurs choses ont été mises en avant. Je vous les partage parce que je crois qu'on devra travailler sur le sujet. La première, c'est un sujet de présomption de qualité de maire. Parce que quand vous regardez la jurisprudence, on a plusieurs cas de maires qui ont été conduits à intervenir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le jugement, il est dit « Ah, mais il n'était pas évident que la personne qui est que finalement ceux qui ont été agressifs sachent que le maire était le maire. Enfin, on ne va pas lui demander de remettre l'uniforme que mettaient les maires il y a 2 siècles. Donc là-dessus, il y a un sujet qui est le sujet de la présomption de qualité de maire. Il y a d'autre part un deuxième sujet et qui a été dit par tous, qui est le raccourcissement des délais judiciaires et une information incontestable des victimes sur l'état d'avancement de la procédure. Parce que en fait, entre le moment où le dossier est audiencé et le moment où s'est passé l'événement, bien évidemment, le maire, il est dans son quotidien, rien n'a changé pour lui, sauf qu'il a une menace de plus en plus importante. On a également besoin d'intensifier les formations proposées par les forces de l'ordre sur la désescalade de la violence et sur la formation des maires en tant que tels. Et puis un point qui a été dit à de très nombreuses reprises, difficile, c'est la lutte contre la diffamation et la haine en ligne. C'est tellement facile, dans l'anonymat de son chez soi, derrière son écran, d'écrire ce qu'on veut, qu'il y a là un point tout à fait important. Donc, moi, je suis tout à fait à votre disposition pour travailler sur ces sujets, parce que je crois qu'ils méritent réellement qu'on s'y attarde et qu'on apporte des réponses. Si je reprends l'ordre de ce que vous avez bien voulu évoquer, et donc si je continue, je vais peut-être repartir
rebondir par l'interrogation de Madame Firmin-Lebaudot. Madame la députée, vous l'avez dit vous-même, sur les maisons France Service, effectivement, vous avez raison. Il y en a dans des quartiers politiques de la ville, il y en a 490 en quartier politique de la ville. Il y en a 1200 en zone de revitalisation rurale, les autres étant sur l'ensemble du territoire. Vous avez insisté sur le fait que nos concitoyens connaissent pas bien. Alors, il y a une campagne nationale qui a été lancée à la télévision, à la radio. Avant cela, 53% des Français en avaient entendu parler. Cette campagne, elle a été lancée au début de ce mois. On va évidemment mesurer l'impact de la campagne et on va continuer parce que effectivement, il y a un sujet, vous avez raison, d'information tout à fait important. Vous m'avez également interrogé sur le sujet simplification. C'est vrai pour les maires, c'est vrai pour les préfets. Je partage, ça fait partie des sujets sur lesquels on a à travailler. Quant à la NCT, alors moi je vais être tout à fait direct avec vous et vous dire que par définition, le rôle du gouvernement, c'est tout évaluer, y compris ces agences. Alors aujourd'hui, on sait que la NCT porte les politiques publiques sur la politique de la ville, sur la ruralité, sur la montagne, sur le numérique, qu'elle apporte évidemment le soutien de l'État sur tous les programmes Petite Ville de demain, Petite Cité de caractère, Village d'avenir. Elle a 130 millions d'euros de budget. Ça mérite incontestablement d'être regardé là comme ailleurs, si vous voulez. De toute façon, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'une politique publique doit être évaluée et elle tient sa force de la qualité de l'évaluation que l'on va faire. Donc, la Cour des comptes et l'Inspection générale de l'administration ont déjà fait des bilans qui sont positifs, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas évaluer. On a également une question qui avait été posée par votre président à laquelle j'avais pas répondu sur le Conseil national d'évaluation des normes. Et le Premier ministre l'a dit devant l'Association des maires de France, nous envisageons de rapprocher les deux instances. Et l'idée, c'est pas d'aller créer une autorité administrative indépendante. Je pense que c'est pas la peine d'aller créer une nouvelle. Mais par contre, c'est probablement de renforcer le CFL, ce qui permettra de pouvoir, à ce moment-là, avoir l'ensemble des différents éléments. Sur les questions posées par Jean-René Cazeneuve, sur la notion des départements, vous l'avez compris, et sur assouplir le prélèvement pour les départements, ça fait très concrètement partie des annonces du Premier ministre. Et je répète, c'est vraiment lié au fait qu'il y a des dépenses qui sont des dépenses qui ne sont pas pilotables. En ce qui concerne les autres strates, nous travaillons avec les sénateurs pour la meilleure répartition possible des efforts au sein de chacune des strates. Pour le bloc communal, on avait travaillé à partir du FPIC, qui était quand même un outil que chacun connaît, et le fonds de péréquation, il y a ceux qui contribuent et ceux, par définition, qui sont bénéficiaires, ce qui est quand même un outil qui nous paraît tout à fait intéressant. Moi, je reste vigilante à ne pas casser la capacité d'investissement, parce que je pense que ça, c'est un point tout à fait important. Vous avez évoqué le retour à la taxe d'habitation. Le Premier ministre l'a dit à plusieurs reprises, il n'est pas question de faire un retour vers la taxe d'habitation. En revanche, moi je le dis clairement, il y a une notion, je pense, sur laquelle on peut tous s'entendre, c'est expliquer que la gratuité n'existe pas. Dire que quelque chose est gratuit, c'est pas vrai. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Si c'est pas le contribuable, c'est l'État, mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui paye. Et donc, il y a probablement une responsabilisation de nos concitoyens sur l'usage, parce que il y a l'entretien existe. On vit dans une commune, il y a des coûts, on plante des arbres dans un village, il y a quelqu'un qui les paie. Enfin, je vais pas tomber dans l'exemple le plus basique, mais cette notion de coût est importante à partager avec chacun de nos concitoyens. Et d'ailleurs, c'était une des limites de la taxe d'habitation qui, finalement, ne concernait plus, loin de là, toute la population. Elle avait énormément de défauts. Et je répète, il n'est pas question d'aller plus loin en termes d'impôts. En revanche, faire des économies et faire partager la notion de coût, c'est un élément tout à fait important. Je crois avoir répondu à l'ensemble des questions qui m'avaient été posées pour cette première série, Monsieur le Président. Bien, merci Madame la Ministre. On poursuit avec Madame Dombre-Coste pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais revenir sur la question des finances locales. J'entends bien qu'il faut on va dire aborder le sujet plus large, mais moi je vous fais remonter l'inquiétude de mon département, qui est le département de l'Hérault, qui est confronté aujourd'hui à une véritable asphyxie budgétaire.
Et je pense que c'est important quand même de le dire, parce que ce n'est pas sur le projet de loi de finances 2025, mais c'est d'abord et avant tout la situation d'aujourd'hui, sur le budget 2024. Les impacts du projet de loi de finances 2024 sur notre territoire sont terribles pour les collectivités territoriales, et c'est un exemple. Hein. Mais les charges du département de l'Hérault ont explosé sous l'effet de décisions qui ont été imposées par l'État et non compensées. Un exemple tout simple, très, très concret. La hausse de 4,6% du RSA, décidée en avril 2024, représente un surcoût de 7 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les effets de la prime Ségur pour 4 millions d'euros. Ce sont autant de dépenses supplémentaires sans compensation. De plus, les pertes de recettes ont aggravé cette situation. La réduction de la compensation liée au foncier bâti à la CVAE a privé le département de 31 millions d'euros. Et si j'ajoute la baisse des DMTO, cela représente 52 millions d'euros. L'impact global pour 2024 s'élève à 103 millions d'euros, laissant peu de marge pour répondre aux besoins croissants de nos concitoyens dans un territoire avec une démographie positive depuis de nombreuses années, et cela même avant le couperet prévu du projet de loi de finances 2025. Ce désengagement de l'État, Madame la Ministre, menace directement les services publics de proximité essentiels à la vie quotidienne de nos concitoyens. Alors, vous avez évoqué certaines pistes d'amélioration sur le budget, notamment le fonds de compensation, l'article 64, le versement mobilité, très bien. Mais je ne suis pas sûre que, pour le moment, les élus locaux soient rassurés par les annonces faites par le Premier ministre. Et moi, j'aimerais aborder la question de l'autonomie financière des collectivités locales. Comment, demain, redonner l'autonomie financière aux collectivités locales, alors que ce sont elles qui investissent pour les 3/5 de l'investissement en France? Comment les rassurer quand elles s'engagent sur des investissements lourds et importants et structurants pour un territoire, comme les transports, le transport collectif? Comment leur redonner confiance sans avoir peur du couperet d'un PLF construit sans aucune concertation, comme ça a été le cas cette année? Merci. Monsieur Nicolas Ray pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre présence devant notre délégation. Merci aussi d'avoir reconnu en préambule que les collectivités n'étaient pas responsables de la dégradation des finances publiques actuelles. Et vous corrigez en quelque sorte les propos malheureux, je dirais, d'un de vos anciens collègues. Notre groupe a abordé la question du projet de loi de finances sur les volets collectivités locales avec responsabilité et justice. Responsabilité parce qu'effectivement nous avons conscience que chacun doit faire des efforts dans la réduction des déficits, mais aussi avec un souci de justice et d'efficacité parce qu'il faut que ces efforts soient justement répartis. Je reviendrai sur 3 mesures phares du PLF, hein, vous l'avez évoqué. Je salue votre écoute, mais l'écoute de Michel Barnier, de correction de ces mesures qui, effectivement, ont été quand même mal vécues par les collectivités. Je prends d'abord le FCTVA. Vous revenez sur le caractère rétroactif. Effectivement, c'était assez malvenu d'avoir une disposition rétroactive. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Le FCTVA, c'est du soutien à l'investissement, c'est de la dépense utile. Autant il faut, je pense, peut-être cadrer les dépenses de fonctionnement de nos collectivités, mais autant l'investissement, surtout dans les conjonctures économiques actuelles, c'est de l'emploi, c'est des dépenses utiles. On arrive sur des fins de mandat où les collectivités sont en train de déployer leur programme d'investissement ou de le terminer. Donc je pense que c'est assez malvenu. L'effet, ça sera quoi si vous baissez le taux? C'est l'augmentation de l'emprunt, donc ce sont des dépenses d'intérêt. Donc je ne vois pas la logique d'ensemble global où on est en train de regarder les déficits de nos administrations publiques, les APUL, donc je ne vois pas trop le sens. Je reviens aussi sur le fait, Madame le Ministre, vous le savez sûrement, les élus sont exaspérés des changements incessants. Il y a quelques années, il fallait faire des plans de relance après le Covid. On a élargi le FCTVA au fonctionnement. Il fallait répondre à des appels à projets en toute urgence. Puis maintenant, c'est l'inverse. 3 ans après, on coupe tout. Donc les élus n'en peuvent plus, effectivement, de ces changements incessants. L'autre point, le fonds de réserve aussi, très surpris de cette proposition. Vous avez corrigé l'effet péréquation qui n'était pas compris, quelle usine à gaz allait être cachée derrière cela. Mais là aussi, enlever une recette pour la redonner dans quelques temps, je ne vois pas l'intérêt à moyen terme. Je crois que ça ne respecte pas trop la liberté, la libre administration des collectivités. Si les collectivités ont des recettes aujourd'hui, elles sont libres de l'utiliser. Donc là aussi, beaucoup de réserves là-dessus.
Je pense qu'il faut donner plus d'autonomie fiscale à nos collectivités. J'ai déposé des amendements en PLF. Bon, ils n'ont pas pu être votés parce que c'est quand même des sujets compliqués. Mais les élus veulent avoir plus de levier. Aujourd'hui, ils n'ont plus de levier, il faut leur faire confiance, ils sont sanctionnés par leurs électeurs s'ils font des mauvais choix, mais les règles de lien sont trop compliquées, un maire ne peut plus augmenter la taxe d'habitation sur les logements vacants sans augmenter la taxe foncière, s'il veut lutter contre les vacances des logements. Il y a plein de choses comme ça, le ZAN aussi, je pense qu'il faut laisser exonérer nos petites communes du ZAN. J'ai jamais vu de petite commune rurale hyper artificialisée. Voilà, je ne serai pas plus long, en tout cas. Merci pour votre écoute et votre sens des responsabilités, mais il faut vraiment retrouver la confiance des élus et des territoires. Merci. On poursuit avec Monsieur Tristan Lahaye pour le groupe écologiste et social. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre de votre présence et de cet échange. Quelques remarques en essayant de ne pas être redondant avec des interventions qu'on a pu d'ores et déjà faire. Dire simplement que sur l'économie générale du PLF et de ses incidences sur les collectivités territoriales, on a un désaccord, mais qu'on ne découvre pas aujourd'hui, sur la nature de la correction apportée au déficit, au dérapage de nos comptes publics. Nous considérons également pour préoccupant, mais qui, pour nous, appelle davantage de prélèvements, de fiscalité que de baisse de la dépense publique. Avec d'ailleurs la conviction que certains ménages, certaines entreprises, les plus aisées aujourd'hui, peuvent davantage contribuer à des dépenses utiles à la cohésion sociale et à la préparation de l'avenir, la transition écologique, et j'en passe. À propos d'ailleurs, quand bien même je me mettrais à la place de celles et ceux qui ont volontairement et je crois sincèrement considérer le besoin de diminuer les impôts de production pour relancer l'économie, je ne comprends pas bien pourquoi on a supprimé la taxe d'habitation qui n'était en rien un impôt de production et dont la suppression n'était demandée par personne. Et qui, je le rappelle, était aussi un impôt qui, sur une large coupe, était un impôt assez redistributif, puisque les plus petits déciles étaient exonérés et les plus grands déciles en payaient la plus grande partie. Il s'agit de 20 à 30 milliards d'euros qui manquent aux caisses de l'État. Ça a été dit par M. Cazeneuve, qui nous avait même promis d'ailleurs des dons à l'ensemble des 36 000 maires si d'aventure on arrivait à reconnaître quelconque collectivité qui aurait souffert de la suppression de la taxe d'habitation. Facialement, non, mais aujourd'hui, quand on demande aux collectivités territoriales de faire un effort au regard du dérapage des comptes publics, on peut considérer qu'il y a de fait un effet indirect à cette sollicitation d'économie et qu'on paye aujourd'hui la note de la taxe d'habitation. Je n'irai pas plus loin sur les suites de la proposition de M. Cazeneuve. Pour rentrer dans le détail là, des dispositions, parce que j'ai plus beaucoup le temps, peut-être trois petites questions. La première sur le fonds de réserve le fonds de réserve dont vous avez annoncé aujourd'hui qu'il n'était plus là pour financer la péréquation, très bien. Et on pouvait s'interroger sur l'assimilation entre la taille et la richesse, d'ailleurs, parce que considérer que les plus grandes sont forcément les plus riches, c'est pas, je crois, très fidèle à la situation précise des collectivités. Est-ce à dire, à vous entendre, que dès 2026, le dispositif est supprimé et qu'il s'agit simplement d'un prélèvement sur une année qui a vocation à être redistribué les années suivantes? Bon, première question. Deuxième question sur le FCTVA. En fait, j'ai la même remarque que M. Ray. Je crois qu'aujourd'hui, les collectivités ne vont pas arrêter leurs investissements en cours et donc il est probable que cela nous conduise à un plus fort endettement des collectivités territoriales. Et puis troisième remarque, sur la TVA, sur la part de TVA transférée, comment pouvez-vous considérer qu'elle demeure équivalente à un impôt local, puisque c'est comme ça qu'elle est aujourd'hui considérée, si d'aventure elle est non seulement son niveau est gelé au taux de 2024 et donc insensible à la dynamique qui était le seul élément qui la raccrochait à une ressource propre, quand bien même ce terme nous paraissait d'ores et déjà un peu usurpé. Merci, chers collègues. On passe, si vous voulez bien, à Monsieur Mandon Emmanuel, groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, merci de cette intervention. Je voudrais dire que sur ce débat, une fois de plus, nous mesurons
la difficulté qui résulte d'évolutions, j'allais dire, sur le temps long, où on s'aperçoit qu'en France, nous avons toutes les peines du monde, j'allais dire, à admettre l'esprit de décentralisation. Alors nous nous réjouissons, bien sûr, de l'annonce d'un nouveau contrat de responsabilité, si je reprends les termes que vous avez utilisés tout à l'heure. Pour nous, il s'agit d'une bonne nouvelle, celle d'une volonté affichée par le gouvernement, plus de 40 ans après les grandes lois de décentralisation. Alors aujourd'hui, on sait bien que dans le contexte d'économie budgétaire, le contexte très compliqué que nous connaissons, il est difficile d'envisager des réformes structurelles. Mais, et pourtant, notre pays en a besoin. Parce que nous pensons effectivement que la décentralisation doit être précisément relancée. Cela passerait sans doute par une nouvelle approche fiscale, tenant compte des conséquences de la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales notamment, et décisions relatives par exemple à la CVAE. Et là-dessus, peut-être que vous pourriez nous dire comment vous ressentez les pistes ou comment on peut se projeter peut-être sur ces sujets. Aussi, je voudrais dire que par rapport aux efforts, nous espérons et nous souhaitons et nous battrons pour que l'effort soit justement réparti entre les niveaux de collectivité et qu'on puisse avoir l'approche la plus objective de la situation. Il ne faut pas verser dans les polémiques un peu stériles ou les formules faciles. Je crois que la situation est compliquée pour tout le monde et chacun comprend qu'il faut manifestement faire des efforts. Moi, j'approuve la démarche s'agissant de la simplification. Mais on sait que quand on a dit ça, on n'a peut-être pas dit grand-chose, parce que c'est toujours un effort considérable à produire, tant la situation est compliquée, et que là, il y a là aussi à être très concret et peut-être partir effectivement des réalités du terrain. J'aurais un mot sur la NCT. Je trouve que, quelque part, on va un peu vite en besogne lorsqu'on établit une critique systématique du travail. Peut-être, d'ailleurs, est-elle insuffisamment connue d'un certain nombre d'entre nous, alors qu'elle s'efforce de faire souvent du cousu humain pour les collectivités. Ça a été rappelé selon les spécificités des territoires, ruralité, ville, montagne. Et je reprendrai d'ailleurs les termes de notre collègue de Sydney pour un autre exemple. Il disait qu'il fallait être prudent parce que c'était encore trop récent de juger une structure qui venait d'être en place ou un dispositif. Donc voilà, sur tous ces points, c'est intéressant. Et si j'avais une question, c'était par rapport au CFL, si vous pouvez peut-être revenir et nous préciser les choses. Merci. Si vous en êtes d'accord, Madame la Ministre, il reste une intervenante. On pourrait peut-être prendre son questionnement. Comme ça, vous pourrez répondre globalement. Donc ici, il s'agit de Madame Sophie Vaginet pour le groupe UDR. Madame la Ministre, alors pour pas alourdir, vous avez suffisamment répondu sur la taxe d'habitation, donc j'ai bien aussi vu que vous avez évolué sur la fiscalité locale dans le sens où vous voulez, sans l'augmenter, mieux la répartir, si j'ai bien compris dans votre propos liminaire. Alors sur cette fiscalité locale, justement, ma question s'élargit au-delà de la taxe foncière et elle concerne également, au-delà de l'inéquité fiscale qu'a conduit la suppression de la taxe d'habitation entre les propriétaires et les locataires, il existe aussi pour les territoires, et je sais que vous le connaissez bien en tant qu'élu local, l'inéquité du bourg-centre, qui supporte aussi une fiscalité importante avec souvent désormais que la taxe foncière, pour également supporter des services publics qui sont par rapport aux communes périphériques avec des taux de taxes foncières très inférieurs au bourg-centre et qui créent une inégalité donc entre les communes et entre les habitants. Donc ma question était pour élargir le débat sur la fiscalité locale, savoir dans le cadre d'une réforme de cette taxe d'habitation qui ne sera pas... en tout cas, une réforme de la fiscalité locale, si vous intégrerez les différences de fiscalité entre les communes, en particulier la problématique des bourgs-centres. Je souhaitais aussi attirer votre attention sur certains exécutifs locaux supra
qui prennent parfois en otage aussi les petites collectivités lorsqu'il n'y a pas de ligne politique qui est suivie, et notamment sur l'attribution des subventions et sur les financements croisés sur un même projet, et qui permettent de bloquer ces projets lorsque il y a des désaccords politiques au niveau territorial. C'est, en tant que parlementaire, c'est une problématique qui est souvent remontée par les maires. Quand on a ce fameux millefeuille financier et ce fameux millefeuille de dossiers de subventions à demander, parfois, des projets sont bloqués sur cette prise d'otage, en quelque sorte, des collectivités. Mon dernier point concernera ce que vous avez dit dans vos propos liminaires sur la décentralisation. Vous avez dit, si je ne me trompe pas, avant de décentraliser, il faut déconcentrer. Donc c'est un point sur lequel je suis absolument d'accord avec vous, car la porte d'entrée de l'État dans le département, et pour un élu local, c'est le préfet. Et il est très souvent court-circuité par les agences déconcentrées de l'État. Et c'est mal compris en plus par les élus locaux. Et alors, je ne vous cite pas l'OFB, Police de l'eau, DDT. C'est l'ensemble des agences qui posent problème sur les territoires ruraux. Voilà. Merci. Merci. Merci, madame. Bien, alors je vais reprendre dans l'ordre. Madame d'Ambrecost, vous avez beaucoup parlé de votre département de l'Hérault. Et donc, je vais reprendre peut-être le sujet aussi. Alors, si je regarde le département de l'Hérault, aujourd'hui, on a effectivement dans ce département, pour être très concrète, un sujet, si je regarde l'application telle qu'elle était prévue du projet de loi de finances, le département de l'Hérault faisait partie des départements qui étaient en fait exonérés dans la version initiale, tout simplement liées aux charges qui sont celles de votre département. Donc, je pense que sur ce point, effectivement, il y a une reconnaissance de la charge importante qui est celle de votre département. Après, si on élargit sur la notion d'autonomie fiscale des collectivités, on sait tous qu'on a deux sujets qu'il ne faut pas qu'on mélange, je crois. C'est d'un côté l'autonomie fiscale, qui est le ratio entre les recettes sur lesquelles les collectivités détiennent un pouvoir de taux et l'ensemble de leurs ressources. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Et que l'autonomie fiscale, bien sûr, on la distingue de l'autonomie financière, qui est par définition un principe constitutionnel, et qui, c'est le 72.2 pour être précise, et qui veut que les collectivités bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Alors, si je regarde les transferts financiers de l'État vers les collectivités, c'était 109 800 millions d'euros en 2022 au travers des prélèvements opérés sur les recettes de l'État, de fiscalité transférée et des contreparties. Aujourd'hui, la fraction de TVA accordée aux collectivités, c'est clairement la première source de financement. Les recettes propres des collectivités en 2022, c'était 165 300 millions d'euros, dont 68 milliards au titre de la fiscalité directe. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et entreprises, le foncier bâti, le non bâti, la contribution économique territoriale et les taxes directes, qu'il s'agisse évidemment de la TOM, de la GEMAPI. Je ne vais pas refaire les consommations intérieures sur les produits énergétiques. Bon, et aujourd'hui, je crois que quelque part, notre sujet aujourd'hui, c'est pas tellement un sujet d'autonomie fiscale, puisque même si la part de fiscalité propre a chuté de 30% depuis 2020, avec la perte de la taxe d'habitation, on a aujourd'hui un sujet qui est plutôt celui qui revient autour effectivement de la notion, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, et notamment ça a été dit d'une certaine manière par Madame Vaginet, c'est quelque part les charges de centralité et le coût des services publics locaux. En d'autres termes, comment est-ce qu'effectivement on fait prendre conscience à nos concitoyens du coût qui est celui des services dont ils bénéficient? Est-ce qu'une partie de ces services doit générer une participation? C'est peut-être une réflexion qu'il faut mener. En tout cas,
Quand a été évoquée tout à l'heure par Monsieur Lahaye la suppression de la taxe d'habitation, je pense qu'on savait tous que sur la taxe d'habitation, on avait plusieurs éléments. On avait un sujet qui n'avait pas été tranché par aucun des gouvernements qui se sont succédés. Je veux parler des valeurs locatives, qui était un véritable sujet qui a été effleuré mais jamais traité, pour être tout à fait clair. On avait également un autre sujet qui était le sujet de l'exonération, notamment sur des territoires qui ont beaucoup de logements sociaux, parce que ça arrive aussi, et on se retrouvait sur certains territoires, avec des territoires dans lesquels on avait plus de 40% des habitants du territoire concerné qui étaient exonérés de taxes d'habitation. Et in fine, ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'en global, la suppression de la taxe d'habitation, ça a été un gain de pouvoir d'achat par foyer imposable de 450 €. Alors après, si vous voulez me faire dire que personne n'en a remercié, que gâteau mangé est à peu près gâteau avalé, gâteau oublié, je ne peux pas vous dire le contraire. Non, mais là-dessus, je ne vous dirai pas le contraire, effectivement. Mais peut-être que c'est aussi aux élus, quels qu'ils soient, de rappeler à nos concitoyens, de la même manière, tout le monde a oublié la redevance télé, hein, qui étaient des choses que les foyers payaient et qu'ils ont un peu oublié en matière de pouvoir d'achat. Sur la CVAE, sa suppression a renforcé la compétitivité de l'économie et elle a été compensée par l'État. En ce qui concerne le fonds de réserve, l'idée c'est un retour à 100% par tiers sur 3 ans. Et la TVA transférée, c'est une recette qui a été considérée comme effectivement une ressource plus dynamique que la TVA sur une période contracyclique. Je reconnais volontiers, je ne peux pas dire le contraire, que le fait que cette année, pour le budget 25, qu'il n'y ait pas effectivement d'indexation de la TVA est un élément. Monsieur Ray, sur le FC TVA, le Premier ministre a dit c'était au congrès des congrès des maires, à minima renoncer à la rétroactivité, il faut discuter. Notre idée, c'est vraiment de favoriser l'investissement. Oui, il y a une notion de prévisibilité et incontestablement, il y a aussi une notion de progressivité. Et le FCTVA, c'est une première étape qui était importante, je l'ai dit tout à l'heure, sur la notion qui était celle finalement de la confiance. Sur le zéro artificialisation nette, l'idée, c'est effectivement d'assouplir. C'est pas forcément d'aller systématiquement abandonner l'idée. Et quand on dit assouplir, c'est reprendre d'ailleurs ce qui est un travail qui a été fait par les parlementaires sur le sujet des espaces naturels, les ENAF, les espaces naturels agricoles et forestiers, ce qui est une notion beaucoup plus claire que ce qui existait jusqu'à maintenant. Également, prendre en compte les projets d'envergure nationale et européenne sur le compte de l'État, c'est rendre au territoire 4,5% pour chacune des régions, ce qui était aussi un élément tout à fait important. Là-dessus, on aura à travailler. Alors, est-ce qu'on repartira de la proposition qui a été déposée par le Sénat, ou en tout cas, on a un premier véhicule qui mérite d'être retravaillé et qui, je crois, est un élément important pour chacun des territoires. Monsieur Mandon, oui, effectivement, la volonté du gouvernement, c'est de répondre à la spécificité de chacune des strates. Et je reviens là-dessus, et ça a été aussi des éléments qui avaient été évoqués par Monsieur Lahaye au plan financier. Il y a un point très important pour les communes, c'est l'élément DSU et l'élément DSR, qui sont des réponses qui ont participé au traitement spécifique de chacune des communes. Et je reviens là-dessus, d'ailleurs, également sur ce qu'a bien voulu dire Madame Combrecoste sur les sujets fiscaux, parce que, quelque part, et je suis la première à reconnaître que la copie du gouvernement n'était pas parfaite, mais elle était partie de 2 éléments importants. Le premier, elle excluait les communes bénéficiaires de la DSU, elle excluait les communes bénéficiaires du FPIC, ce qui veut bien dire que pour le gouvernement, grand ne voulait pas dire riche. Et le sujet
c'était après de partir effectivement sur des collectivités qui avaient un budget supérieur à 40 millions d'euros, simplement aussi pour des notions de traitement qui généraient une approche qui était probablement une approche peut-être trop centré sur ces collectivités. Le travail qui est fait au moment où je vous parle par le Sénat irait beaucoup plus loin sur les collectivités, avec des prélèvements qui, dans ce contexte-là, seraient dans ce cas-là des prélèvements plus faibles. Donc, je reste imprécise parce que les travaux du Sénat ne sont pas terminés, mais en tout cas, c'est autour de ça que nous sommes en train de travailler. Sur le CFL, vous me demandiez, Monsieur Mandon, l'idée. L'idée, c'était d'abord d'élargir la composition avec probablement des personnalités qualifiées, des parlementaires, sur le modèle finalement de ce qu'il y avait dans le Haut Conseil. L'idée, c'est aussi d'adosser le Conseil national d'évaluation des normes, et c'était d'éviter de dire on se voit une fois avant le projet de loi de finances avec un espèce de passage en force. C'était d'obtenir des réunions beaucoup plus régulières qui permettent un flux et un échange probablement beaucoup plus constructif. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier, de fluidifier les relations des représentants d'élus avec les représentants des élus qui siègent au comité des finances locales. Alors, Madame Vaginet, les bourgs-centres bénéficient d'une fraction de DGF, c'est ce qu'on appelle la dotation de solidarité rurale bourgs-centres. C'est 751 millions d'euros en 2024, c'était une augmentation de 5,9% par rapport à 2023. Et le gouvernement a maintenu dans son projet de loi de finances pour 2025 la progression de cette fraction qui bénéficie à 4190 bourgs-centres. Donc je suis parfaitement d'accord avec vous sur l'importance des bourgs-centres et sur le fait qu'ils ont des charges de centralité qui sont beaucoup plus importantes. Et ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons avec le CFL. Alors, est-ce que je suis prudente sur la réforme de la fiscalité? Ça fait partie des sujets qu'il faut regarder avec le CFL. Mais en tout cas, je tiens à vous dire que réellement, il y a bien une prise de conscience du bourg-centre. Je me permets en revanche d'être moins en phase avec vous sur le rôle du préfet face aux agences, parce que c'est quand même la responsabilité du préfet, au contraire, d'avoir une autorité sur l'ensemble des administrations. Et c'est bien d'ailleurs le sens de la circulaire qui a été préparée par le Premier ministre pour redonner du pouvoir d'agir au préfet sur les territoires, de façon à ce qu'effectivement il y ait une lisibilité, parce que ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas au maire d'être l'arbitre, il doit y avoir une lisibilité de ce qui agit pour compte de l'État sur le territoire. Merci Madame la Ministre. Je vous propose qu'on passe à la deuxième série de questions. Alors, compte tenu du nombre et déjà du nombre de sujets qui ont été évoqués, je vous propose de réduire votre temps d'intervention à 2 minutes. Si, s'il vous plaît, parce qu'on approfondit. Non, mais je ne la change pas, parce qu'on a déjà eu une première salve à 3 minutes. Je pense que 2 minutes pour compléter le propos. Je serai tolérant sur le petit débordement, si débordement il y a, mais c'est une manière aussi de respecter le temps pour Madame la Ministre et d'aborder, que tout le monde puisse véritablement poser la question qui n'aurait pas été abordée dans les sujets déjà évoqués. Mais si ça déborde un peu, je serai tolérant. Et on commence par Monsieur Bertrand Sort pour le groupe EPR. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, effectivement, vous avez déjà répondu très largement et de façon très détaillée à beaucoup de questions. Alors, je vais me faire le relais de 2 présidents de PCI de ma circonscription du département de la Manche. Et je vais évoquer l'article 1407 du CGI qui permet aux communes situées dans le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants de majorer de 5 à 60% la part communale de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements meublés non affectés à l'habitation principale, sous réserve que dans ces communes s'applique la taxe sur les logements vacants. La loi de finances pour 2023 a d'ailleurs complété cette autorisation originelle, mais je ferai l'économie, vu le temps imparti, d'énumérer effectivement ce complément. Cette majoration, elle est perçue exclusivement par les communes qui l'instituent. Or, les intercommunalités sont également concernées par les problématiques du logement et de l'habitat, d'autant plus que dans bien des cas, ce sont elles qui exercent les 2 compétences, réalisant d'importants investissements pour la création de logements accessibles dans le cadre du programme local de l'habitat.
D'une manière générale, ces EPCI à fiscalité propre exercent les compétences liées à l'aménagement du territoire, à la mobilité et au tourisme, qui sont étroitement liées aux problématiques ayant conduit le législateur à autoriser l'instauration de la taxe sur les logements vacants et la majoration de la taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à la résidence principale. Alors vous avez perçu d'ores et déjà ma question. Quelle est votre position ? Quelle serait votre position s'il était proposé de permettre aux EPCI à fiscalité propre de percevoir également la majoration de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements meublés non affectés à l'habitation principale sur le territoire de leurs communes membres, mesure à mes yeux indolore pour le budget de l'État, faiblement impactant pour les propriétaires de ces résidences secondaires ou ces logements vacants, mais terriblement bénéfique pour les budgets des EPCI. Voilà, je vous remercie, Madame la Ministre. Merci. Monsieur Laurent Alexandre pour le groupe LFI. Bien, pour 3 minutes donc. Madame la Ministre, depuis l'annonce du projet de budget de votre gouvernement, les maires et les élus locaux expriment colère et beaucoup d'inquiétude. Si les caisses publiques ont été vidées ces dernières années, ce n'est pas de la responsabilité des élus locaux. Bien au contraire, les collectivités territoriales ont l'obligation de voter des budgets à l'équilibre. Je rappelle leur rôle majeur. En matière d'activité économique, les collectivités territoriales portent 70% de l'investissement public. En matière de vie quotidienne pour les habitants, je le vois, comme je suis député d'une circonscription rurale de 96 communes, dans plusieurs d'entre elles, la mairie est bien souvent le dernier service public local. Selon une étude de l'AMF présentée le premier jour du Congrès des maires, l'autofinancement des communes chute de 20% par an du fait de dépenses de fonctionnement supérieures aux recettes. Ces dernières semaines, de nombreux maires m'ont fait part de leurs hésitations à continuer certains projets de peur de mettre en péril les finances de leur commune. Alors, ça sera ma première question, Madame la Ministre. Que dois-je leur conseiller? De réduire les horaires d'ouverture de la mairie, de la crèche, de ne plus chauffer la salle de garderie, de stopper le projet de rénovation du centre-bourg, d'annuler la rénovation thermique de l'école ou d'augmenter le prix de la cantine. Car nous en sommes bien là, Madame la Ministre. Votre projet de budget aurait des conséquences désastreuses. La ponction de plus de 10 milliards sur les budgets des collectivités est sans précédent, avec notamment la baisse des dotations du fait de l'inflation ou encore le fonds vert qui diminue de 60% en passant de 2,5 milliards d'euros à 1 milliard. Pourtant, lors de l'examen de l'Assemblée nationale et en commission des finances, les députés ont adopté plusieurs propositions budgétaires des députés LFI-NFP pour rectifier votre budget. Nous avons notamment adopté des amendements pour réduire l'écart de dotation communes rurales et urbaines, indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation, supprimer l'article 30 prévoyant la réduction de l'assiette et du taux de FCTVA, permettre à l'ensemble des communes de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Malheureusement, votre gouvernement a fait le choix de ne pas prendre en compte ces dispositions dans la version du PLF qui a été transmise au Sénat. Madame la Ministre, vous engagez-vous à permettre aux représentants du peuple que nous sommes d'avoir le dernier mot en matière de dotation budgétaire pour les collectivités territoriales? Merci. Merci, cher collègue, 2030. Monsieur Lardy pour le groupe socialiste. Ça y est, je l'ai. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir sur le fonds vert rapidement. J'ai deux questions en fait. Alors la première sur le fonds vert, parce que effectivement vous avez parlé, mon collègue vient de le rappeler, d'un écart en réduction parce que la consommation a été moins importante uniquement. Donc on a un écart quand même entre 2024 et 2025 qui est de 1,5 milliard d'euros. Il me semble, vous répondrez éventuellement là-dessus. Moi je voudrais revenir simplement sur le fait, attention, on est sur des difficultés d'instruction des dossiers qui peuvent expliquer quand même une partie de cette non-consommation. Et surtout, on est de plus en plus adressé sur des opérations, des projets d'opération d'adaptation des territoires aux conséquences du changement climatique.
il faut souligner là qu'il y a quand même une inégalité des territoires face à ces problèmes-là. Moi, je viens de Marseille. Marseille, c'est cumule deux handicaps par rapport au changement climatique. Le premier, c'est d'être une commune littorale. Le second, c'est d'être une commune en zone méditerranéenne. Donc, j'aimerais avoir votre approche par rapport à ça, et surtout par rapport au fait que, si on écoute les derniers rapports du GIEC, en particulier sur ces zones qui cumulent ces désavantages, on est sur une consommation potentiellement extrêmement grandissante à l'avenir de besoins de projets d'adaptation au changement climatique. Donc par rapport à ça, quelle est votre position? C'est-à-dire que le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on doit plutôt aller vers une augmentation des dispositifs de type fonds vert. Donc là, aujourd'hui, on parle du fonds vert parce que c'est le fonds vert qui est disponible. Mais donc comment demain, les communes vont pouvoir adresser des projets extrêmement ambitieux? On a l'habitude de dire à Marseille aujourd'hui que le vrai défi d'ici 30 ans, c'est de mettre le vieux port sur pilotis. Avec quels moyens est-ce qu'on va le faire? Voilà. Donc ça, c'est une première question. La seconde, je voudrais juste revenir, mais en remarque, sur ce que vous avez dit sur la police municipale. Attention, on entend de plus en plus une petite musique qui dit que la police municipale, c'est la police de proximité. Non, on doit porter le véritable projet qui est celui d'une police nationale qui redevient, on sait dans quelles conditions elle a été démantelée dans ces missions-là, qui redevient une police de proximité. Et bien entendu, la police municipale, en tout cas à Marseille, encore un bon exemple, il y a une coopération de plus en plus étroite, forte et puissante entre la police nationale et la police municipale. Et donc, oui, Monsieur le Président, je termine. Donc d'avoir votre avis sur ce point bien précis de la mission de police de proximité de la police nationale à l'avenir. Merci. Monsieur Le Guec pour EPR. Oui, merci Monsieur le Président. Alors rapidement, effectivement, d'abord en préambule, je voudrais moi saluer la volonté d'écoute du gouvernement, son action ces dernières semaines, ces derniers jours, encore au Congrès des maires la semaine dernière, et comment le gouvernement effectivement a eu la volonté d'apaiser les choses et d'arrondir les mesures qui ont été prises lors de la première mouture du PLF, c'est vrai, qui a été prise dans un temps un peu record. Le gouvernement a fait le choix de faire participer 450 collectivités pour 5 milliards de redressement des comptes publics. C'est un choix qui a été fait. D'autres étaient possibles. J'en ai connu d'autres. Moi, en 2014, j'étais maire. Le gouvernement, à l'époque, avait dit que ce sera 20% pour tout le monde. Et j'ai vu comme ça ma DGF baisser pendant 5 ans de 20 à 25%. Voilà. Parce que, quand même, il faut le dire, 450 collectivités qui participent au redressement des finances publiques, ça veut dire que tous les autres voient leur DGF stabilisé. Il faut le rappeler quand même. Et également la DETR et le FSIL. C'est la première question que je voulais vous poser, mais vous y avez répondu déjà, puisque j'avais entendu aussi parler d'un choix du gouvernement de vouloir unifier ces dotations. Moi, je dis, j'y suis complètement opposé. Je sais que vous êtes pragmatique, Madame Vautrin, Madame la ministre, le Premier ministre aussi. Et il ne faut pas toucher à ce qui marche, je l'ai entendu. Eh bien ça marche, c'est souple, c'est rapide, c'est aux mains du préfet, au sous-préfet qui fait les choix. Il y a une commission une fois par an. Et si on n'est pas éligible au DETR, eh bien on l'est après au DSIL et parfois encore après au fonds vert. Ça marche très bien, c'est rapide. Donc surtout, n'allons pas casser ça en faisant un gros machin avec des critères verts ou je ne sais pas quoi qui vont faire que ça va compliquer. Vous le savez, les élus sont pragmatiques. Donc si j'ai un vœu, c'est surtout de ne pas toucher à ces 3 enveloppes. La question maintenant, ça n'a pas encore été évoqué cet après-midi par mes collègues, je suis étonné par vous non plus, Madame la Ministre, c'est la question de l'infraction de prise illégale d'intérêt. J'espère vraiment que dans la loi qui va venir au mois de janvier, on va le régler, parce que chez moi, bon, bien évidemment, il y a des questions de violence verbale, physique, mais ils sont quand même isolés. C'est isolé. Et il y a aussi, bien sûr, le tracas administratif. Mais la préoccupation numéro 1 des élus dans mon département, dans ma région, c'est la prise illégale d'intérêt. Il y a ce soupçon, cette épée de Damoclès en permanence au-dessus des élus, de savoir si oui ou non ils vont franchir la ligne et si après, il n'y a pas une association qui va les attaquer. Donc vraiment, il faut régler cette question. À mon avis, il faudrait voir avec le garde des Sceaux aussi pour vraiment s'emparer de cette question. Merci. Et Monsieur Cernon pour le groupe LFI-NFP. Oui, Madame la Ministre, chers collègues, malgré les récents ajustements annoncés, tels que la réduction du prélèvement sur les recettes des départements ou le relèvement du plafond des DMTO, les mesures restent totalement insuffisantes face à une chute de l'épargne nette des départements, moins 59,4% selon la Banque Postale, et de l'épargne brute des communes, moins 20% selon l'OMF. En bref, ces annonces ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux actuels, ni même de l'urgence ou de la gravité de la situation.
Elles ne sont que pansements sur une jambe de bois et ne vont régler le problème qu'un temps. Ces difficultés sont aggravées par l'augmentation des dépenses contraintes et le mécanisme de prélèvement prévu à l'article 64 du PLF, jugé infantilisant par les élus locaux. Nos collectivités méritent bien mieux. C'est pourquoi je souhaite savoir quelles mesures le gouvernement prévoit pour garantir la viabilité budgétaire des collectivités tout en respectant leur autonomie de gestion. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Vous avez rattrapé le temps qui vous était imparti, qui a consommé votre... C'est parfait. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour répondre à Monsieur le député, sort sur, effectivement, les EPCI. Donc, la majoration de la taxe sur les résidences secondaires dans les zones denses. Donc, vous le savez, les communes peuvent instituer un taux on peut aller jusqu'à une majoration de 60%. L'élément important, c'est que les bases fiscales ne comportent aucun abattement, contrairement aux anciennes bases de taxes d'habitation. Et l'idée, en fait, c'est que si vous autorisez les EPCI à instituer une taxation additionnelle, ça ferait, on aurait une question peut-être de fragilité de l'impôt au plan constitutionnel et on ferait payer 2 fois les propriétaires. En revanche, une des solutions qui existent, parce que c'est un outil effectivement intéressant, une des solutions, c'est les attributions de compensation. Parce que dans la discussion des attributions de compensation dans un EPCI, vous pouvez parfaitement entrer cet élément-là comme étant une recette que les maires ont perçue. Et à ce moment-là, il y a bien une discussion entre l'intercommunalité et le maire sur le sujet. Et là, on a un flux qui peut donc se régler. Je pense qu'il y a là une option importante. Pour monsieur le député Alexandre, alors en fait, vous avez repris la somme de 10 milliards d'euros. Je ne vais pas refaire le calcul, je l'ai expliqué à plusieurs reprises cet après-midi. On n'est plus, d'abord, on n'est même pas, le sujet n'est plus 5 milliards d'euros. Le sujet, il est de regarder globalement comment l'État peut atteindre un déficit public de 5%. Et ensuite, l'idée, les engagements du Premier ministre, c'est qu'on accompagne les collectivités dans une réflexion qui va faire un effort qui aura pour conséquence d'être plus faible. Je prends l'exemple du FCTVA. Aujourd'hui, le FCTVA, à partir du moment où le gouvernement revient sur le sujet, c'est déjà un premier élément financier. L'idée, c'était de freiner la dépense, c'était pas de réduire le niveau du service public. Depuis 2023, les dépenses des communes, c'est plus 6%. Est-ce que le service à nos administrés a augmenté à due proportion? On peut se poser la question. Il y a un chiffre que j'ai pas cité cet après-midi, alors je le reprends. C'est que la dépense publique en France, c'est 57% de la richesse nationale, c'est 49% ailleurs en Europe. Je suis pas certaine qu'on ait forcément un niveau de dépenses publiques, de qualité de service qui soit à ce point-là. Je voudrais également ajouter que, en ce qui vous avez beaucoup parlé des communes rurales, les communes rurales, dès lors qu'elles ont un budget qui est inférieur à 40 millions d'euros, ce qui est le cas pour la très très grande majorité d'entre elles, ne sont pas concernées par le prélèvement. Je vous ai répondu sur le FCTVA. Alors après, je ne vais pas dire que bien évidemment, si par exemple le département investit moins, peut-être le gouvernement n'ira pas sur tel ou tel projet. Mais bon, mais on n'est pas là dans le fonctionnement quotidien de la commune. Je pense que c'était important qu'on se le redise. Monsieur Lardy, vous avez évoqué un des sujets qui était celui du trait de côte. Le trait de côte fait l'objet d'un financement spécifique qui est celui de la taxe GEMAPI. On a également des réflexions sur le fonds vert, vous avez raison, parce qu'il y a des éléments extrêmement importants. Moi, j'oserais dire que sur Marseille, on a d'autres sujets. Si je regarde Marseille simplement, j'étais avec le maire de Marseille la semaine dernière, on a tout le sujet de Marseille en grand, qui est un projet d'investissement pour le territoire marseillais extrêmement important, qui va faire l'objet d'une réunion interministérielle dans quelques jours, parce qu'il y a là des engagements de l'État extrêmement importants. Après, je partage votre constat, et j'ose dire que là, on a vraiment un triptyque, que ce triptyque, c'est anticipé, c'est donc ce que vous disiez, et je pense notamment au trait de côte, c'est géré, et sur votre territoire, et globalement sur le territoire du Sud, on a bien vu, notamment au mois d'octobre, avec tous les phénomènes que nous avons eus, qu'il y a des gestions importantes et des accompagnements
d'accompagnement des maires pour la gestion, et on a aussi le phénomène de réparer. Et là, une dotation dont on n'a pas encore parlé ce soir, c'est la raison pour laquelle je la reprends, c'est la DSEC, parce que incontestablement, on a un sujet d'abord assurantiel, et on a aussi un sujet d'accompagnement sur des biens qui sont des biens non assurables et qui nécessitent bien évidemment des accompagnements avec des surcroîts très importants de réponses pas forcément évidentes à donner, à savoir un pont qui s'est effondré à un endroit. Si demain le BRGM arrive et vous dit il y a toutes les chances que ça recommence, qu'est-ce qu'on fait et comment on apporte des solutions? On a un défi, y compris technique, extrêmement important. Sur les polices municipales, vous avez raison, la police municipale, c'est pas la police de proximité. La police de proximité, dans son acception, c'était une démarche de la police nationale. En revanche, je pense qu'il est hyper important de mettre en avant le travail fait par la police municipale sous la responsabilité et sous l'autorité du maire qui est OPJ. Et il y a une complémentarité qui est importante, mais il n'y a pas de fusion en tant que telle. J'ai oublié de répondre à monsieur le député Le Gac. Alors j'entends bien la fusion des fonds. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur un truc, c'est dépôt unique, priorité, gain de temps. C'est vraiment ça. On a tout l'exercice 25 pour travailler sur le sujet. Je suis parfaitement d'accord sur la notion de prise illégale d'intérêt. C'est dans la PPL Gatel. On est bien d'accord, on parle de public-public. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus tout arrêter. Non, mais je préfère préciser. Je ne voudrais pas qu'on me fasse dire que je m'arrête, que je suis tout à fait d'accord pour les prises illégales d'intérêt. Ce que je veux dire, non, il faut quand même, ma beau est en fin d'audition, il faut quand même être vigilant. Donc mon propos concerne bien le sujet public, et pour étayer, c'est le cas par exemple du président de l'EPCI qui est en même temps président de l'office de tourisme, qui ne peut pas discuter de la subvention, qui ne peut pas assister au débat si on est puriste, et on fait sortir tous les gens qui sont membres du conseil d'administration, et au bout d'un moment on va avoir un problème de quorum parce qu'on fait sortir tellement de monde. Donc ce sujet-là nous interpelle et pose problème, et donc il mérite d'être traité, et c'est un travail qui a été conduit avec le garde des Sceaux, et ça fait partie des sujets qui doivent être vus dans le cadre du statut de l'élu, parce que en fait, quand l'élu, quand il siégeait dans un organisme dans lequel il représente sa collectivité, j'ai du mal à comprendre comment il peut avoir une prise illégale d'intérêt. Donc c'est vraiment là-dessus, et là-dessus, on est évidemment très ouvert pour travailler sur le sujet. Maintenant, Monsieur Cernon, on a répondu sur différents sujets. Sur le FCTVA, j'y suis revenue. Sur la CNRACL, on a allégé et on a repoussé en plus le délai. Sur les économies, l'État fait 20 milliards, la sécurité sociale fait 15 milliards. Et l'idée, c'est vraiment que chacun participe à l'effort pour qu'on atteigne, et c'est là où je pense qu'on a une vision différente, qu'on atteigne un déficit public qui revienne à 5%, ce qui n'est pas le cas dans le contexte que nous connaissons. Voilà, mesdames et messieurs les députés, les réponses que je pouvais apporter à cette nouvelle série de questions. Alors, si vous en êtes d'accord, Madame la Ministre, je suis désolé, je n'avais pas vu la demande de Madame Spielbout. Si vous acceptez qu'on prenne une dernière question. Je suis à la disposition du Parlement, Monsieur le Président. Bon, merci Madame la Ministre, Monsieur le Président. En moins de 2 minutes, juste vous remercier d'abord Madame la Ministre pour l'écoute dont vous faites preuve auprès des parlementaires, des associations depuis votre prise de fonction, et pour vous dire aussi que les sujets effectivement avancent. J'ai été assez surprise par l'intervention au début de ma collègue de la France Insoumise qui mettait en cause finalement le sujet de cette proposition de loi statut de l'élu, celle du Sénat, Madame Gatel, la nôtre que nous avons déposée avec Stéphane Delautrette, parce qu'elle est issue, il faut quand même le rappeler, d'un travail d'écoute des élus eux-mêmes. Ces 6 mois de mission d'information, les rencontres avec les associations d'élus, les rencontres avec les universitaires du CEVIPOF, dont de Sciences Po, des différentes universités comme la mienne à Lille. Et donc, je crois que ce n'est pas une proposition qui sort d'un chapeau. Et le débat que nous aurons en janvier-février ensemble, le gouvernement, les parlementaires, pour avoir une proposition la plus large
possible, y compris avec les sujets de conflits d'intérêts, de déontologie, de droits et devoirs des élus. C'est quelque chose de très attendu des élus locaux, en particulier dans les communes de plus petite taille. Donc ma question, c'était sur le sujet des indemnités, parce que dans les propositions de loi, celle de Françoise Gatel et la nôtre, cher Stéphane, on a des propositions sur une revalorisation, alors plus importante qui vient du Sénat, un peu moins de notre part. C'est une part d'insatisfaction importante des élus locaux. Et dans le contexte budgétaire où on a des efforts avec 5 milliards d'économies sur les collectivités, ma question est comment envisagez-vous que ce soit possible, c'est-à-dire au-delà de voter dans la loi, est-ce qu'il y aura par exemple en 2025 dans le PLF une enveloppe spécifique pour cette revalorisation possible d'élus dans des communes de moins de 500 habitants ou d'élus d'opposition qui aujourd'hui n'ont rien du tout ou ne peuvent pas se permettre d'indemniser leurs élus au sein de leur budget? Je vous remercie. Merci, Madame la députée, avec votre autorisation, pardon, monsieur le Président. Ça fait partie, bien sûr, des sujets qu'il va falloir travailler. Alors, je crois qu'on ne va pas se mentir, hein, le temps que le texte sorte, je ne pense pas que ça concernera le budget 25. On est dans une logique où on est pour le budget 26. Hein. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas un élu qui s'engage pour le sujet de la rémunération. Pour autant, il est logique qu'il puisse faire l'objet d'une rétribution eu égard au temps qu'il passe dans son mandat. Et puis, il y a des sujets aussi simples que la garde d'enfants qui méritent d'être regardés. Donc oui, incontestablement, il y a un élément de coût qui me paraît important. Et donc, il faudra qu'on fera évidemment des simulations et ça fera partie des sujets sur lesquels il faudra qu'on discute. Et bien évidemment, on aura à se revoir assez vite dans le contexte que nous connaissons, parce que, bien évidemment, avant d'aller en hémicycle, il va falloir déjà qu'on reparte du texte existant, de notre base, qu'on puisse travailler, regarder ce que vous souhaitez. Et j'ai beaucoup de respect pour le travail que vous avez fait. Et ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment on avance, notamment sur les propositions qui sont les vôtres. Donc, nous aurons à travailler ensemble sur le sujet. Eh bien, merci Madame la Ministre d'avoir pris ce long temps, même si vous êtes, comme vous le dites, à disposition du Parlement. C'est très appréciable d'avoir une ministre qui prend ce temps d'échange et d'aller dans la précision des réponses. Juste, chers collègues, avant qu'on termine, dire que notre délégation prendra toute sa part de travail sur la question du statut de l'élu. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, on en a échangé. Nous aurons des temps d'échange dédiés pour formuler des propositions. C'est l'occasion aussi de dire que sur la question du ZAN, il y a une mission d'information qui a été mise en place. Le bureau s'est constitué aujourd'hui, qui est initié à la CDDAT. Donc ce n'est pas notre commission, mais sur l'impact des politiques publiques sur la consommation de l'espace. Donc on est bien sur le sujet du ZAN. En bonne entente avec la présidente de la DDAT, les membres de la délégation aux collectivités seront associés à ce travail-là, ce qui sera aussi une façon d'apporter notre contribution en tant que membre de la délégation aux collectivités sur ce sujet aussi important et de préoccupation pour tous, et toujours dans cette logique de formuler des propositions et d'alimenter et de préparer les travaux qui vont pas tarder à arriver en discussion au sein de l'Assemblée. Donc je vous renouvelle tous nos remerciements, Madame la Ministre, et donc la séance est levée. Merci.